sommes dans une situation d'urgence provoquée par cette catastrophe d'inondation due à la crue exceptionnelle qui y approche celle que nous avions observée en 1961. Il y a beaucoup d'aménagements urbains qui ont été faits le long du fleuve Congo sans tenir compte des mesures hydrologiques. Actuellement, là, tous les ports sont inondés. Les gens sont affectés, les habitations sont affectées. Il y a perte de biens économiques. J'ose croire que les décideurs, les investisseurs, les exploitants comprennent l'importance de la mesure hydrologique. Et c'est ce que nous sommes venus faire ici pour informer les aménagistes, ceux-là qui vont planifier la gestion urbaine. Avec cette inondation exceptionnelle, quelles sont ses caractéristiques en termes de la vitesse, débit, profondeur ou bien étendu? Ça s'est étendu jusqu'où? Pour que prochainement, les gens qui vont faire des aménagements le long du fleuve puissent tenir compte de ces informations hydrologiques pertinentes afin de pouvoir sécuriser les investissements. Sous l'initiative de la Commission internationale du bassin du Congo, Ubangi Sanga, et en partenariat avec le Centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo, la RVF et nos partenaires de Brazzaville, nous venons de faire des mesures sur le fleuve Congo afin de pouvoir relever toutes ces caractéristiques hydrologiques de cette crue exceptionnelle afin qu'elle puisse servir à la planification urbaine, comme nous sommes vraiment dans une région dominée par les caractéristiques hydrologiques extrêmes. Nous avons mesuré plusieurs caractéristiques hydrodynamiques de cette crue et qui nous ramène à cette valeur de 75 000 mètres cubes par seconde qui coule actuellement sur le fleuve, sur la section de Kinshasa. Alors, il y a aussi d'autres paramètres que nous avons mesurés, c'est la matière en suspension, qui est due à la sédimentation même du cours d'eau. Il y a des effets de déforestation sur le bassin du Congo. Ces effets d'inondation que nous voyons sont aussi dus aux effets de la déforestation massive. C'est que la forêt, par son couvert forestier, c'est un réservoir qui retient beaucoup d'eau qui s'évapore à partir de l'atmosphère. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a déforestation? C'est que toute cette eau qui devrait être retenue par le réservoir forestier tombe directement sur les sols et qui ne s'infiltre pas, ça provoque des érosions et ça conduit à l'ensablement de nos cours d'eau. Alors, ici, il n'y a pas que les effets d'inondation ici, mais il y a aussi les effets d'ensablement qui vont réellement causer du tort aux infrastructures hydrauliques, aux ports, aux barrages hydroélectriques, à la route de navigation, bien entendu, à l'environnement après cette histoire-ci des inondations. N'oubliez pas que plusieurs années maintenant, nous sommes en train d'assister à la destruction des câbles sous-marins au niveau de l'embouchure qui facilite le trafic d'Internet. Alors, c'est dû aussi aux effets de sédimentation. Il est important que maintenant nous puissions avoir un regard sérieux sur la déforestation qui risque de pouvoir bouleverser les cycles hydrologiques sur le bassin du Congo. La Commission internationale du bassin du Congo, comme vous le savez, est en charge de la gestion des ressources en eau du bassin du Congo. On ne gère que ce que l'on connaît. Et pour connaître les ressources que nous avons, la Commission s'appuie sur les services hydrologiques nationaux qui ont le mandat de collecter les données hydrologiques ou les suivis hydrologiques. C'est à partir de ces données que nous pouvons être capables, au niveau régional, d'élaborer des outils comme les systèmes
d'alerte précoce. C'est-à-dire qu'on peut déjà capter l'onde de crue qui commence en amont avant d'arriver par exemple à Kinshasa, avant d'arriver à Mbandaka, nous pouvons déjà le capter dans les lois là-bas. Et aujourd'hui, nos services hydrologiques souffrent énormément en termes du faible réseau de collecte de données par manque de financement. La SICO, de son côté, avec les partenaires multinationaux, depuis beaucoup d'années, nous sommes en train d'appuyer ces services en termes d'investissement de quelques stations à installer, de formation. Par exemple, maintenant, nous avons un grand programme panafricain, GMS Africa 2, qui nous aide à capter le comportement, l'évolution des ressources en eau en utilisant ou en recourant aux outils satellitaires. Donc nous sommes maintenant dans l'hydrologie que nous appelons l'hydrologie spatiale, où nous pouvons lire les hauteurs d'eau à partir des missions satellites. Donc la SICOS saisit cette occasion pour encourager encore nos États d'appuyer davantage les services hydrologiques nationaux pour que nous ayons la collecte des données de manière continue. On ne peut pas planifier, comme ça a été bien dit, on ne peut pas construire une route, un pont, un barrage, un réseau d'assainissement sans la donnée hydrologique. L'événement, comme nous le vivons maintenant, ça doit être, c'est une forme d'alerte. C'est un événement qui s'est passé autour des années 61 et 61-62. Aujourd'hui, voilà, nous avons cette situation. Il y a des paramètres hydroclimatologiques de la circulation générale avec la variabilité climatique qui nous montrent que nous risquons d'entrer dans une répétition de pareilles situations exceptionnelles. La mesure qui vient d'être effectuée par nos services hydrologiques, nous avons, la SICO, c'était dans l'accompagnement, dans la facilitation, avec les centres de recherche des ressources en eau du bassin du Congo, de l'UNIKIN, piloté par le professeur Chimanga, le service commun d'entretien de voies navigables, les Cévennes, la régie des voies fluviales avec les directeurs techniques si présents et avec d'autres partenaires. On a mesuré, et après mesure, l'estimation de la valeur obtenue est de 75 000 mètres cubes par seconde, soit 75 000 mètres cubes par seconde qui coulent maintenant et dont les effets sont là. Donc si ça continue à monter, nous pouvons aller vers 80 qui était la valeur estimée en 1961. Je pense très bien qu'au début déjà de la montée des eaux, la RVF a eu à émettre, n'est-ce pas, un avis au public afin d'informer ou d'alerter toute la population vivant le long de la rade portuaire de Kinshasa, mais également tout le long, n'est-ce pas, du fleuve Congo. Et cette mesure avait une importance capitale parce que, comme on l'avait souligné lors de notre avis, le fleuve Congo avait atteint en 1961 6,26 mètres. Mais nous pouvons vous dire qu'à ce jour, le fleuve vient d'atteindre 6,20 mètres. Donc quand nous voyons cette situation, nous nous rendons compte qu'effectivement nous sommes en train de nous rapprocher petit à petit, n'est-ce pas, de la situation qu'on a connue en 1961. Donc c'était très important que nous puissions procéder aux mesures afin de pouvoir, n'est-ce pas, quantifier cette hauteur d'eau en termes de débit. Et comme venait de dire le professeur, comme aussi le directeur Georges, le directeur de la SICOS, cette information entre directement dans notre banque de données et tous ceux qui pourront, n'est-ce pas, dans l'avenir, tenter, n'est-ce pas, de pouvoir exploiter la rade de Kinshasa, pourront, n'est-ce pas, se référer à cette information très capitale. Comme ça, ils se mettront à l'abri,
n'est-ce pas, de potentielles difficultés ou de potentiels événements qui pourraient se reproduire dans les jours qui viennent. Je tiens à remercier la communauté scientifique du bassin du Congo pour cette réunification de tous les partenaires scientifiques, les techniques qui travaillent sur le bassin du Congo. On est ici pour faire, comme j'ai toujours dit, l'échographie du bassin du Congo. Donc l'échographie du bassin du Congo qu'on a effectuée tout à l'heure là, c'était pour voir la répartition des vitesses et des débits, notamment des sédiments qui traversent le fleuve Congo. Ce sont des conséquences du phénomène El Niño. C'était prévisible. Le phénomène El Niño s'est produit est apparu en 2021. Et on savait que les conséquences étaient le réchauffement en Europe et en Afrique centrale. C'était prévu qu'il y aurait une pluviométrie abondante. Et il fallait s'attendre à des inondations le long du fleuve Congo. C'est toujours difficile de faire des prévisions dans de tels phénomènes parce que ce sont des événements exceptionnels. Ces événements sont souvent difficiles à prévenir. Souvent difficile de donner une date. Arrive et que il y a 2 ans de cela, on a eu une crue en 2019. 3 ans après, on a encore une crue. Donc c'est toujours difficile de prévenir ces genres des événements exceptionnels. Les gouvernants et ceux qui gouvernent ce pays, ces pays, le bassin du Congo, doivent faire confiance aux scientifiques qui nous donnent les moyens. Les moyens humains sont là, mais c'est les moyens matériels et financiers qui nous manquent. Donc s'ils peuvent nous aider, on sera capable de prévenir. On savait que cette année, ça serait une année exceptionnelle, qu'il y aurait des inondations. On a lancé des cris d'alerte, mais personne n'a eu. Les gouvernements n'ont pas eu l'information. Et voilà, le problème s'est produit. L'explication qu'on peut donner, c'est que c'est des phénomènes qui sont d'abord cycliques. Mais sauf que auparavant, quand nous avons eu la crue de 1961, on avait dit que ce genre de crue ne pouvait arriver qu'après 100 ans, hein, minimum, donc centennale. Mais là, on se rend compte que 60 ans après, on revit la même crue. Ça peut être donc dû aussi au phénomène de changement climatique. Vous voyez? Et donc, comme ça a repris, nous pensons que c'est un retour de la période humide que nous avons eu dans les années 60 et à 70. Par rapport à ce changement climatique, chez nous, c'est dommageable. Parce que même les infrastructures portuaires, partout, ça a été inondé. Vous voyez que les 2 berges, le côté RDC et le côté RC, nous sommes submergés. Et nos ateliers sont fermés en ce moment. Si on ne peut pas travailler, nous sommes les pieds dans l'eau, on ne peut pas travailler. On ne peut même pas fabriquer les signaux de balisage. L'atelier de soudure est carrément à l'arrêt. Et au niveau même du beach, au niveau portuaire, les embarcadères, même le débarquement des passagers, ça devient maintenant avec beaucoup de risques. Et sans compter les populations qui ont perdu leurs biens, le matériel. Et si bien que dans notre pays, le gouvernement a mis en place même un programme, un plan d'urgence. Nous avons eu une visite pour voir l'impact de ces changements-là avec les ministres d'État. On a eu 2 ministres qui ont fait le déplacement pour aller vérifier les impacts de ce changement-là. Et tous les experts sont en train de préparer donc, le rapport technique pour mettre en place un plan d'urgence pour venir en aide donc, aux populations sinistrées. Bon, nous constatons ce phénomène naturel qui est la montée des eaux avec une crue exceptionnelle. La dernière fois que nous avons eu ce genre de crue, ça remonte à très longtemps, dans les années 60, 61, 62 exactement. Et donc aujourd'hui nous sommes un peu pris de court parce qu'à l'époque, quand les experts et les ingénieurs de l'époque avaient mesuré les crues à l'époque, ils prédisaient ces crues au bout d'un siècle, 2 même, on appelait ça les crues millénaires. Mais nous nous rendons compte aujourd'hui que ce n'est plus le cas
Et la crainte pour nous, c'est que nous puissions voir ces phénomènes devenir de plus en plus récurrents avec les histoires de changement climatique auxquelles nous assistons. Nous pensons que nous allons continuer à assister à une montée progressive, mais qui va d'ici quelques jours s'arrêter, et au bout d'une semaine, de 10 jours, nous allons pouvoir assister à une décrue. Mais nous alertons la population afin qu'elle soit vigilante, surtout vigilante, pendant ces moments difficiles que nous traversons. Vous savez, c'est une bonne chose du point de vue des hydrologues parce que ça leur permet d'avoir des données sur des années. Mais c'est très mauvais pour la population parce que nous assistons à des déplacements de population, à des maisons qui sont inondées, à des destructions de maisons, et donc à une désorganisation totale de la vie sociétale. Pour la navigation, c'est une bonne chose, mais pour nous qui sommes là pour l'entretien des voies d'eau, nous pensons que pour naviguer, nous n'avons pas besoin de toute cette eau. Donc à 3 mètres, nous, ça nous suffit. Si on veut notre avis par rapport à la navigation, mais nous pensons que c'est une catastrophe. Hein. C'est des cas de force majeure et donc c'est vraiment une catastrophe. À la population, nous leur demandons seulement la vigilance pendant ces périodes de crue, de ne pas hésiter à s'éloigner de ces eaux qui sont en train de monter. Mais pour nos autorités politiques, je crois que c'est l'occasion à jamais pour eux de prendre des mesures afin de nous aider à installer des stations tout le long de ces voies d'eau pour nous permettre de donner l'alerte. Vous savez que si on avait plus de stations en amont, on pouvait dire attention, au niveau de Kinshasa ou au niveau de Brazzaville, l'eau va monter et tel que nous voyons en amont, il risque d'avoir inondation. Donc nos autorités politiques les autorités publiques doivent nous accompagner à financer ces genres de stations pour que nous puissions mettre nos populations, ne fût-ce qu'à l'abri pour quelque temps. Actuellement, la situation est déjà désastreuse. Nous avons une crue exceptionnelle et donc nous surveillons de près l'évolution du plan d'eau. Donc il a fallu qu'aujourd'hui nous fassions un jaugeage pour comparer avec la donnée que nous avons pu mesurer en 1962, qui était l'année exceptionnelle au mois de décembre. Donc ce jaugeage-là nous permettra de voir est-ce qu'on a atteint l'événement exceptionnel de 1961 ou pas. Et nous continuons à surveiller pour que nous puissions donner l'information utile aux populations, à tous les secteurs qui utilisent l'eau dans notre pays. Ce qui a été fait en amont, c'est que c'est notre travail au quotidien. Notre travail, nous, c'est de mesurer les données de l'eau, donc tout ce qui est cours d'eau au niveau national. C'est notre travail au quotidien. Donc nous avons des chroniques que nous recevons du fleuve Congo et des cours d'eau intérieurs. Nous avons des données qui existent. Vu la situation actuelle, nous avons pris cette donnée-là qui va, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous aider toujours à faire en sorte que nous puissions faire des prévisions futures parce qu'on doit sauver des vies. Les gens, il y a des morts actuellement dans notre zone. Il faudrait qu'on fasse un effort pour qu'on donne l'information utile aux décideurs, c'est-à-dire nos gouvernants, pour qu'ils puissent prendre des décisions, pour qu'on puisse aider les populations, à aider ceux qui ont perdu les biens puissent vraiment se retrouver ou encore trouver une solution palliative. Sur le plan économique, alors comme je dis, il faudrait que nous ayons une évaluation exhaustive. C'est d'abord ça qui est important. On doit savoir combien de maisons ont été détruites, combien de biens on a perdu, et les surfaces cultivables, ceux qui ont perdu les champs, et ainsi de suite. On doit faire donc ce bilan global. Et actuellement, au niveau de la République du Congo, les secteurs ont reçu instruction de faire un état de lieu pour donner des chiffres exacts pour une évaluation économique juste. Mais nous savons que du point de vue économique, on a perdu beaucoup de choses. Il y a des secteurs au niveau, par exemple, dans l'hémisphère nord, le long du fleuve Congo, on a perdu vraiment, il y a même des morts, il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui ont perdu des maisons, il y a des gens qui ont perdu des biens. Et donc ça, c'est un élément important pour que des décisions puissent se prendre auprès de nos gouvernements.